souvent on dit que les hommes sont très généreux parce qu'ils nous offrent une rose et ils nous invitent au restaurant. Ce qu'on voit pas, c'est tout ce que les femmes ont fait avant pour être éligibles à ce restaurant. Il y a la charge esthétique et puis il y a toutes ces petites modulations qu'on fait sur nous-mêmes. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM. Oui, c'est vrai qu'il faut que je mette la vidéo en marche. Il faut tout faire dans cette émission, Nadia, dans cette boutique. Il faut régler les éclairages, s'occuper du maquillage. Alors, enfin bref, multifonction. Quel budget cette émission. Oui. Bien. Bouddha Philippe. Avec tous les bras. Boudin. Comment ça va, Nadia? Ça va très bien, merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Bien, vous avez invité aujourd'hui Lucie Quillet. Oui. Bienvenue, Lucie. Vous êtes journaliste et vous publiez Le prix à payer. Ce que le couple hétéro coûte aux femmes aux éditions Les Liens qui libèrent. En quoi le modèle du couple hétéro du 21e siècle est-il imprégné du couple hétéro d'antan encore ? Alors, le couple hétéro, déjà, c'est pas forcément un homme et une femme qui sont ensemble, c'est avant tout un idéal de vie. Donc, c'est-à-dire que mon idéal de vie, ça va être d'être avec un homme, de me marier avec lui, d'avoir des enfants, d'être une bonne mère. Bon, et puis parfois on divorce derrière. Mais en fait, cet idéal-là, avec tout plein d'étapes et de cases à cocher, elle donne une répartition, on va dire, des rôles entre qu'est-ce que c'est une bonne femme hétéro et qu'est-ce que c'est un bon homme hétéro. Donc par exemple pour l'homme, ça va être il faut gagner de l'argent et assurer la stabilité de sa famille. Ça c'est vraiment le rôle assez patriarcal de l'homme qui ramène le gibier à la maison. Et pour la femme, ça va être d'être dans le care, dans la dévotion, dans un peu l'oubli de soi aussi, parce que les femmes sont incitées à ne pas compter. Alors le care pour tout le monde, parce que c'est vrai que le care, c'est prendre soin des autres. Hein. Donc quand on a beaucoup parlé du care, parce que la majorité des infirmières, des soignantes, des aidantes aussi au sein des familles, ce sont des femmes. Donc les femmes s'occupent des autres, elles s'occupent de leurs conjoints, elles s'occupent de leurs enfants, elles s'occupent de leurs parents. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on leur demande, d'être un peu dans l'oubli de soi et d'être toujours dans le soin des autres. Ce qui fait que quand il y a un enfant, il y a 16 semaines de congé maternité obligatoire et pour les hommes, il n'y a que 7 jours. Voilà. Donc on peut prendre jusqu'à 28 jours maintenant quand on est un homme, mais c'est facultatif. Obligatoire, c'est juste 7 jours. Donc ça veut quand même dire que le don de soi, il est différent. Donc même si on est en 2021, il y a encore dans les couples cette répartition des rôles qui fait que les femmes ne vont pas compter pour l'argent et que les hommes vont beaucoup plus s'investir dans leur carrière, qu'elles vont beaucoup plus gérer les enfants. Puis ça crée des inégalités. Toujours. Ça, vous dites que c'est un héritage du XXe siècle, finalement, cette construction sociale du couple hétéro. Ouais, bien sûr. Alors justement, en fait, votre titre, c'est Le prix à payer, ce que les couples hétéros coûtent aux femmes. Vous n'avez pas mis les couples hétérosexuels parce qu'en fait, dans votre livre, vous développez, et je trouve très bien, d'ailleurs vous le vulgarisez même, le concept sociologique d'hétéronormativité en fait. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Ok, alors voilà, l'hétérosexualité, c'est pas que une orientation sexuelle. C'est cet idéal de vie. Et en fait, on est pétri de cette vision normative où l'hétérosexualité, c'est le meilleur mode de vie pour être heureux. C'est ce qui fait de nous des gens normaux. Voilà, bon, il y a eu toute l'homophobie, elle se nourrit aussi de ça, quoi. En fait, finalement, c'est un système politique où les représentations, les codes... Quand vous êtes hétéro, tout est plus facile pour vous. Vous n'allez pas être discriminé, vous allez être validé par la société. Par exemple, une femme célibataire qui n'a pas eu d'enfant à 50 ans, on va lui dire qu'elle a un peu raté sa vie quand même, qu'elle est passée à côté de ce que j'appelle les lois du bonheur hétérosexuel. Il faut se marier, il faut avoir des enfants, c'est ça qui est important et c'est ça qui valide entre guillemets votre vie. Un homme célibataire sans enfant à 50 ans, on va beaucoup moins le juger, on va dire c'est un bon vivant, il s'est fait plaisir, il y a pas de problème. Il y a le côté vieux garçon aussi quand même, hein.
Alors, s'il habite chez sa mère, oui, peut-être. Mais s'il habite seul, on va dire que c'est un peu un Casanova, qu'il est indépendant, que c'est un homme sans attache. Et puis, limite, parfois, c'est un peu impressionnant. On se dit, c'est un homme difficile à avoir. En fait, on rend cette image séduisante. Ouais, voilà, on rend cette image séduisante. Alors qu'en fait, une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, qui ne veut pas forcément être dans un couple à longue durée, on va lui dire qu'elle n'a pas compris les règles du jeu, et elle a pas compris entre guillemets le but essentiel de la vie. Aujourd'hui, on juge encore beaucoup les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Voilà, ça c'est la partition entre guillemets hétérosexuelle où il faut cocher ces cases-là. Mais évidemment, moi je trouve que c'est très pauvre parce que on se prive de toute une diversité de modèles de vie. Moi, à titre personnel, je suis hétéro. Je suis en couple avec un homme depuis longtemps en plus, mais c'est pas pour ça que d'ailleurs vous le dites dans votre livre, et vous sentez même obligé de le justifier, parce que quelque part on se questionne en fait sur finalement votre orientation sexuelle et le pourquoi du comment vous abordez cette question-là, qui, il faut le dire, vous donnez le ton dès le début de votre livre, vous citez Monique Wittig, qui est justement la théoricienne de l'hétéronormativité, entre autres, dans son livre La pensée straight. Et du coup, vous posez en fait tout de suite, c'est comme si finalement vous éprouvez ce besoin de mettre à distance les soupçons des personnes qui... Je commence pas direct, je raconte enfin voilà, je décline au milieu du bouquin, vous en parlez, par hétérosexualité ou hétéronormativité. Après, je précise que ça me semble important d'expliquer d'où je parlais, sachant qu'en effet, je pense qu'il y a beaucoup d'autrices, d'activistes lesbiennes qui ont très bien su définir ce que c'était l'hétéronormativité parce qu'elles ne s'y reconnaissaient pas. Pour autant, moi qui suis hétéro, je vois aussi très bien ce qu'on attend de moi. Et du coup, ça me va pas toujours. J'ai pas envie d'avoir des injonctions sur le dos. Donc même en tant que personne hétérosexuelle, cette partition-là ne nous correspond pas toujours. Moi, j'ai beaucoup écrit sur les sujets qu'on dit LGBT. Et puis on me disait, mais pourquoi t'écris toujours sur les mêmes sujets, c'est des trucs de minorité, ça te concerne pas, qu'est-ce que ça peut te faire en fait au fond? Sauf que pour moi, ces sujets-là, ça parlait des libertés individuelles. Comment, les identités de genre, quelles sont les injonctions qu'on a sur le dos, quelles sont nos libertés quand on est un couple de femmes et qu'on a envie d'avoir un enfant, par exemple. Pour moi, c'était pas... ça me concernait aussi, en fait. C'est là où votre livre est intéressant, parce que au final, quand on parle d'hétéronormalité ou d'hétéronormativité, en règle générale, on en parle quand il s'agit de parler de discrimination des minorités sexuelles et de genre. Or là, vous dites que ce même système, finalement, on retrouve des dominants et des dominés dans ce même système, et dans ce système-là, entre autres, les femmes cisgenres, donc c'est-à-dire des femmes qui ont un ressenti de genre qui correspond à leur assignation biologique à la naissance, sont également victimes de ce même système qui finalement oppresse des minorités. Oui, et je pense que les hommes aussi, en fait. Après, la différence, c'est que les hommes, ils ont de l'argent et des moyens. Donc ça, c'est quand même une grosse différence. Ça, c'est une croyance. De quoi? Que les hommes ont de l'argent et des moyens? Oui. Ah bon? Il y a quand même 42% d'écart de revenus dans un couple, en moyenne. Et dans 75% des couples, les hommes gagnent plus. Donc quand vous gagnez plus, vous avez les moyens de partir, vous avez des droits à la retraite, vous avez des droits au chômage qui sont statistiquement, il y a beaucoup plus d'hommes qui ont les moyens que de femmes. Il y a quand même cette différence. Mais je pense que même des personnes hétéros, en fait, souffrent de ces injonctions parce qu'on nous présente un seul modèle possible de bonheur. Donc moi, j'entends beaucoup d'hommes dire passez-moi l'expression, mais ils se font chier au travail. Je me fais chier à travailler pour ma famille, j'aime pas mon travail, mais je dois gagner de l'argent. Bon, ça, c'est une injonction qu'ils ont où il faut qu'il soit la personne qui ramène le plus d'argent et qui assure la sécurité du foyer. Je me fais chier à subvenir.
C'est ça que ça veut dire quelque part. Alors, je pense pas que ce soit je me fais chier à subvenir, mais ce travail ne me plaît pas, mais je le fais quand même parce que je dois assurer pour ma famille. Voilà. Tout comme des femmes, elles vont avoir cette injonction de il faut être belle, il faut pas être trop chiante, il faut être un peu pas avoir trop de conviction, pas trop être grande gueule, se moduler en fait. Et ça commence dès ce que j'appelle la charge esthétique, c'est tous les efforts qu'on fait sur notre apparence pour être la bonne candidate au couple. Et après, alors ça c'est une des charges, parce qu'il y a plusieurs charges que vous déclinez. Donc la charge esthétique, pour expliquer au principe aux gens, vous avez fait la grande addition. La grande addition de ce que ça coûtait, ce que le couple coûtait aux femmes. Et donc la charge esthétique est de loin celle qui coûte le plus cher. Ah, c'est dur, de. Moi, vous arrivez à 1000. Je sais pas comment vous avez fait pour dépenser 1000 euros de produits. Elle décompte tous les produits de beauté, Alors, les vêtements. Est-ce qu'on perd plus dans la charge esthétique ou est-ce qu'on perd plus quand on se met à temps partiel et que du coup on a moins de salaire, moins de retraite et tout? Ça, c'est des cas particuliers. Moi, j'ai pas fait un coût global de la grande addition. En moyenne, c'est 80 000. J'ai pas fait ça parce qu'il y a que des cas particuliers. Et si je mets un montant, personne ne va se reconnaître dedans parce qu'il y a toujours des... Oui, mais c'est le message qui est intéressant. En fait, moi, ce que je voulais, c'était quand même détailler cette grande addition pour que chacun puisse réfléchir. Et la charge esthétique, moi c'est vraiment un exercice que j'ai fait de votre exemple. Voilà, parce que je suis dedans aussi. Alors ce matin, vous en êtes un exemple, je dois dire. Je vais dans ma salle de bain et je compte mon panier moyen de produits, donc les crèmes, le maquillage, les vernis à ongles, les sérums, les lisseurs pour les cheveux, crèmes de jour, de nuit, crèmes de jour, de nuit. Et puis en plus, c'est toujours tellement parcellisé. Il y a toujours la crème pour le petit coin du visage, les doigts, donc ça coûte cher. Et moi, je suis arrivée à 1000 euros de panier. Après, j'ai peut-être des goûts de luxe. Versus votre compagnie. C'est parce que vous regardez trop les tutos de Kylie Jenner. Kylie Jenner, c'est dingue. J'ai regardé son tuto. Donc, qui est Kylie Jenner? Voilà, c'est la sœur c'est une des sœurs de la famille Kardashian. Au niveau de la beauté et des prescriptions beauté dans le monde, elle est number one. Elle est number one. Elle fait des tutos incroyables où il faut mettre 40 couches. Moi, j'ai regardé son tuto pour sa routine maquillage légère de chaque matin. Ça a coûté 500 € le panier de tout. On ressort avec une couche comme ça. On a une couche de plâtre et tout. Je pense que c'est pas hyper bon pour la peau non plus. Donc après, si on a des problèmes de peau, il faut racheter des produits en pharmacie. Faut aller consulter chez Dermato et compagnie. Moi, je suis arrivée à 1000 € de panier, mais ça, c'est moi. Il y a des femmes qui vont dépenser bien moins. Ce qui est intéressant, c'est l'écart avec le conjoint. Moi, mon conjoint, il se met pas de crème sur le visage et il se maquille pas. Et son panier, c'était 4,99 €. Voilà. Donc en fait, c'est un écart. Le déo et dentifrice. Non, parce que le déo et le dentifrice, ça, j'ai pas compté. Ah, d'accord. Elle a compté que les soins du visage. Les trucs qu'on utilise exclusivement l'un et l'autre. Donc, ça fait quand même un écart de 995 pratiquement euros. Après, personne ne me force à acheter tout ça. Et souvent, on me dit, mais les femmes ont le choix et puis elles font ça pour elles. Alors vous parlez de ce non-choix finalement. Voilà, sauf que tous les choix ne se valent pas. C'est-à-dire que moi j'ai le choix de m'épiler ou pas, mais si je m'épile pas, on va dire que je suis une moins bonne candidate pour être en couple. Si une femme ne s'épile pas, ne se maquille pas, elle va moins attirer l'attention, elle va moins être jugée comme une personne motivée, qui a envie de plaire, qui a envie de se mettre en couple, qui a envie d'avoir une famille. Et même au travail parfois, on est discriminé quand on se maquille pas. Il y a une étude qui montrait qu'une femme qui ne se maquille pas est jugée moins compétente que celle qui se maquille, parce qu'on fait du physique des femmes un espèce de CV où on va voir si elles sont rigoureuses, motivées et tout. Alors je me suis beaucoup interrogé avant de lire votre livre. Je me demandais ce qu'il y avait dedans, puisque notre invitée c'est Lucille qui est aujourd'hui, et le livre s'appelle Le prix à payer, sous-titré Ce que le couple hétéro coûte aux femmes, aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est vrai que c'est un titre du coup qui interpelle. Quand même, voilà. Il a bien trouvé. Voilà, et donc vous avez fait la grande addition, parce qu'on croit toujours que les femmes, je regarde Yanis qui réalise cette émission, quand elles se mettent en couple, sont les grandes bénéficiaires de cette mise en couple et qu'elles y gagneraient. Et vous, finalement, vous dites que c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Pour reprendre le terme de Yanis, on peut le dire. On peut pas dire ce qu'a dit Yanis. Il a parlé de michetonnerie, donc mais c'est en lien avec le thème. Est-ce que les femmes sont des michetots? Alors, souvent, on dit que les hommes sont très généreux parce qu'ils nous offrent une rose et ils nous invitent au restaurant.
ce qu'on voit pas, c'est tout ce que les femmes ont fait avant pour être Pour aller au éligibles restaurant. à ce restaurant. Voilà, donc il y a la charge esthétique dont on a parlé, et puis il y a toutes ces petites modulations qu'on fait sur nous-mêmes. Et en fait, moi, il y a 2 dimensions, on va dire, dans le livre. Il y a ce que les femmes dépensent pour le couple, donc l'argent qu'elles ont et qu'elles dépensent. Donc dans tous ces critères de beauté donc, définis par le male gaze, donc c'est-à-dire qu'il faut être mince, maquillé, jolie, avoir les cheveux lisses, être épilé. Bon voilà, est-ce que Philippe, vous sortiriez avec une femme non épilée, non maquillée? Peut-être qu'elle vous plairait pas, et peut-être qu'elle se plairait moi sans doute pas à elle. j'aime beaucoup les poilus. Bah c'est bien, Les voilà. poilutes. Et bah vous devriez le dire plus souvent. Il est dans l'air du temps, vous voyez. Non, Il est vraiment dans l'air du temps. Je suis d'une génération où la Oui, question oui. se posait pas de cette façon Oui, non exactement. plus. C'est Je vrai, c'est suis d'avant le ticket de bus. Enfin, de métro, pardon. De oui. Parce que le bus là c'est encore Mais c'est le même. Mais c'est le même ticket. Oh. Mais oui, c'est vrai. Non, Moi, mais je trouve que oui, les nouvelles générations. moi, je suis en fait, désolé, nous, dans les sont années très, 80, très, c'était oui. poils sous les bras. Oui, Enfin, oui. ouais. Vous savez, moi, j'ai été très surprise en regardant le film 37 le matin. Avec Béatrice Avec Dalle. Béatrice Dalle, La qui belle court toute Béatrice nue, Dalle. qui est magnifique et qui est toute poilue. Et là, on se dit, mais c'est dingue. Et en plus, bon, c'est un film c'est une histoire d'amour passionnel. On se dit, bah, c'est possible d'être aimé avec des poils. Voilà, vraiment, parce que je pense que les nouvelles générations. Le porno est passé par là. Le porno est passé par là, et il y a même des garçons. Les gens s'épilent, c'est un Oui, truc de et fou. il y a même des garçons qui sont surpris de découvrir que des filles ont des poils quand ils découvrent leur corps nu, parce qu'ils ont été habitués à voir des actrices porno totalement épilées. Bon, voilà. Ça, c'est le male gaze, c'est-à-dire donc toute la prescription esthétique qu'on va avoir pour correspondre aux critères de la bonne. On retrouve dans les codes cinématographiques, Et artistiques. voilà, donc en fait, ce male gaze, donc c'est vraiment définir la beauté des femmes selon des critères masculins. Et ça, c'est partout. Masculin, C'est-à-dire que c'est hétéro, masculin, sexuel. hétérosexuel. Bon, voilà. Et je pense qu'on peut encore rajouter d'autres. et hétérosexiste. Oui, exactement. Ouais. Et ça, en fait, ça transpire entre guillemets dans le monde du travail, dans la famille, dans tout plein d'endroits en fait. Et même, je veux dire, les femmes ont appris à se trouver belles si elles cochaient ces cases-là. Donc c'est très dur de. En fait, moi je trouve qu'aujourd'hui on dit beaucoup oui, bah les femmes elles ont le choix, elles ont qu'à assumer leurs convictions. Mais c'est pas facile de vivre. Raccord avec ces conditions parfois, parce que si par exemple on arrête de s'épiler, ben tout le monde va nous poser des questions tout le temps, on va peut-être être discriminé au travail, et en fait c'est lourd. Et parfois le choix de la norme est plus simple et plus confortable en termes de bien-être pour vivre dans la société que de choisir en fait le vrai choix de ses convictions. C'est dur parce que si on veut vivre selon toutes ces convictions égalitaires mais dans une société qui est inégalitaire, bah du coup on se confronte à des paradoxes tout le temps. Donc à moins d'aller vivre dans une cabane dans la montagne, voilà, mais du coup on se coupe de la vie aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des mouvements, on en a parlé la semaine dernière, des mouvements qui émergent de tous les féminismes en fait, comme par exemple le mouvement Nos Bras. C'est aussi un message envoyé de je déconstruis en fait les normes imposées. Oui, moi je trouve que les jeunes générations, franchement, elles sont bluffantes quoi. Bon, je pense que les réseaux sociaux doivent aider à ça, parce qu'il y a beaucoup d'entraide et de soutien. Il y a cette Il y a tout et son contraire quand même dans les mouvements quand même. Mais après, je veux dire, il y a des jeunes filles qui se montrent sans maquillage, qui montrent aussi leur corps avec des bourrelets, avec tout ça. Et en fait, des bourrelets, des cicatrices, des vergetures, tout ça. Et en fait, c'est bien parce que ça rééduque nos yeux. Ça veut dire qu'on va apprendre à regarder ces corps comme des corps normaux, beaux, inspirants, qui peuvent être aussi désirables. Et moi, je trouve que c'est très bien. On l'a vu, le premier quand même confinement a mis à mal cette charge esthétique. Et oui. Puisque plus de coiffeurs, plus d'esthéticiennes, plus rien. Ouais. Donc tout le monde s'est retrouvé les cheveux la racine au vent. Ouais, mais ça c'était très éloquent, je trouvais en fait, que d'un coup, à quoi vont ressembler les femmes. Moi j'ai vu plein de montages, de photos un peu sexistes, quoi, où il y a une femme toute mince, toute belle, et avant, puis après, voilà, on lui dit, et après 8 semaines de confinement, on montre une femme obèse devant un frigo. Enfin, ça, je trouve que ça voulait bien dire qu'en fait on n'avait jamais vraiment le choix et qu'on nous attendait toujours au tournant. Une femme,
Parce qu'en réalité, les hommes étaient dans la même situation. Oui, mais bon, les hommes, ils peuvent visés. avoir un peu de ventre, on les aime bien quand même, on trouve ça mignon, ça fait nounours. Voilà, on n'a pas les mêmes. Non, on s'est beaucoup marré avec les gens, avec les hommes qui se teignent les cheveux mais qui ne le disent jamais. Ouais. Et qui subitement se sont retrouvés sans coiffeur, sans barbier, et c'était drôle quand même. Bah ouais, c'était drôle, mais on va beaucoup moins leur faire. Mais ils n'ont pas la même charge, voilà. Ouais, c'est pas la même charge que celle des femmes, parce que je rejoins ce que dit Lucille. En fait, toute la charge esthétique, elle est quand même portée sur les femmes. La prescription est beaucoup plus longue pour les femmes, et en plus là, elle est éternelle en fait. Oui, parce qu'en plus moi j'ai mis ça dans la partie avant d'être en couple. Dans le livre, il y a 3 parties: avant, pendant et après le couple. Donc c'est avant même d'être en couple, parce qu'on doit faire ça pour montrer notre motivation et notre envie de séduire. Mais ça continue pendant le couple, ça continue aussi après une grossesse. Moi, je trouve ça incroyable ce qu'on demande aux femmes qui viennent d'accoucher. On regarde leur corps en disant, bon, est-ce qu'elle a perdu ses kilos de grossesse? Est-ce qu'elle s'est remise en forme? Est-ce qu'elle est à nouveau désirable? Parce que son mec, derrière, il a envie de reprendre une vie sexuelle. Mais je trouve ça profondément injuste. Il y a des corps de femmes qui sont complètement traumatisés par un accouchement, et on n'est pas dans le soin de ces corps-là. En plus, on leur demande de gérer un petit bébé toute seule à la maison, alors qu'il y en a qui peuvent même pas marcher. C'est quand même, moi, je trouve ça très cruel. Je sais que dans certaines sociétés, la femme, après l'accouchement, elle se repose pendant 40 jours et toute la famille aide. Et je trouve ça franchement normal, en fait. Bon, après, maintenant... Le fameux mois d'or. Le mois d'or, tout à ouais, fait. maintenant, on est beaucoup moins... on vit beaucoup moins avec sa famille proche directement. Bon, je sais pas si c'est un bien ou un mal, mais je trouve qu'en tout cas, on demande beaucoup aux femmes tout au long de leur vie. Et quand elles vieillissent aussi, il faut pas montrer qu'on est trop vieille, il faut gommer ses rides, voilà. Alors qu'un homme vieux qui a des cheveux blancs, voilà, c'est Georges Clooney et il est beau, quoi. Alors, une idée reçue que vous déconstruisez, c'est qu'en général, dans le couple, c'est l'homme qui paye le plus. Oui. Alors, ça aussi, on a un regard en se disant, l'homme quand même paye le plus, la femme est entretenue, elle a de la chance et tout. Bon, alors déjà, il y a plusieurs choses. Il y a la répartition du budget. Il y a plein de couples aujourd'hui qui sont... J'aime bien l'idée de le mythe du 50-50, par exemple. Le mythe du 50-50. Alors expliquez-nous pourquoi ça, c'est une arnaque pour les femmes, le 50-50. Il y a plein de femmes qui sont hyper fières de brandir la carte bleue et de dire je paye 50-50 du resto. De brandir leur féminisme. Voilà, je suis une femme indépendante et tout. Mais en fait, on demande aux femmes d'être exemplaires en termes d'égalité dans une société inégalitaire. Donc on se dit un peu, on se moque de qui, quoi. Alors pourquoi inégalitaire, justement? Alors inégalitaire, parce qu'il y a 42% d'écart de revenus en moyenne dans un couple, parce qu'il y a des frais que les hommes ne vont pas payer. La charge contraceptive, c'est un vrai coût. Aujourd'hui, la santé sexuelle d'un couple, elle est suivie dans le cabinet gynéco. Voilà, les femmes doivent y aller une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Les gynécos, ça coûte cher. Souvent, c'est en dépassement d'honoraires. Après, il y a tout le coût de la contraception. Tous les moyens de contraception ne sont pas remboursés. Voilà. Et ça, en fait, on voit... Et évidemment, la contraception est un droit des femmes et c'est très important qu'elles gardent la main sur ce qu'elles font de leur corps. Pour autant, on s'est dit, du coup, vu que c'est un droit des femmes, on peut déresponsabiliser les hommes, comme si eux ne bénéficiaient pas de cette contraception. Je pense que les hommes ne se rendent pas compte de tous les enfants qu'ils n'ont pas eu, dont ils ne voulaient pas, grâce au travail invisible des femmes. Parce que pour choisir quand est-ce qu'on fait un enfant, il faut passer toute sa vie à tout faire pour ne pas en avoir. Et ça, c'est une charge mentale, c'est une charge de temps. Enfin, on dépense beaucoup de temps à calculer. D'ailleurs, vous chiffrez, vous partez de l'exemple d'une pilule donc à renouveler, plus la consultation gynéco. Plus la consultation et tout. Alors, c'est des dépassements. Il y a des pilules non remboursées, c'est 140 € par an. Alors, ça peut sembler pas beaucoup, 140 € par an, mais en fait, c'est beaucoup quand même. Et à l'échelle d'une vie aussi. Quand je reviens vite fait sur l'épilation, un coût moyen à 60 € par mois en cabinet esthétique, à l'échelle d'une vie, c'est 20 000 €. On fait beaucoup de choses avec 20 000 €. Donc pareil, la charge contraceptive, les hommes pourraient au moins payer 50% parce qu'ils sont bénéficiaires. Mais sur le 50-50, parce que c'est intéressant, parce qu'on se pose jamais la question, beaucoup de couples qui nous écoutent ce matin, pourquoi les femmes finalement sont pas gagnantes. On fait ce choix
du 50-50, on fait moitié-moitié, on fait moite-moite, ouais. En se disant, on sera égalitaire. Voilà. Sauf qu'en fait, il y a des écarts de salaire. Les hommes sont, dans 75% des couples, c'est l'homme qui gagne le plus. On va prendre un exemple concret. On a un homme qui gagne 5 000 €, une femme qui gagne 2 000 €. Voilà. Donc si on fait du 50-50 sur ce couple-là. C'est un couple super riche, dis donc, Nadia. Oui, je suis pas sûr que tous nos auditeurs vont se retrouver dans ce que vous nous donnez. Laissez-nous rêver. Voilà, admettons que cet homme gagne 5 000 € parce qu'il est ingénieur, informatique, développeur, donc ça, c'est des métiers qu'on survalorise, c'est des métiers majoritairement masculins. Si cette femme gagne 2 000 € parce qu'elle est, admettons, infirmière, et encore, je pense que les infirmières touchent encore moins. On va dire qu'elle fait des jours fériés et des quarts de nuit. Elle gagne moins parce qu'elle est dans un secteur majoritairement féminin dont on sous-valorise les compétences. Donc déjà ça, c'est sexiste. On est dans une valorisation des métiers sexistes. Donc pourquoi c'est aux femmes de faire 50-50 dans leur couple quand la société le fait pas et reconnaît pas la valeur et l'utilité publique de ces métiers. Quand je dis 50-50, je dis pourquoi c'est inégalitaire en termes de dépenses. Mais elle y arrive. Ouais. Elle y arrive. Pourquoi si vous faites 50... En fait, quand on n'a pas les mêmes moyens, c'est illogique. Voilà, et quand on subit des discriminations, c'est illogique. Et quand les femmes aussi adaptent leur carrière pour les enfants, ça veut dire si un homme n'a pas à aller chercher ses enfants à 17h30 à l'école parce que sa femme y va, lui il peut prendre le job où il va terminer à 20h, il va avoir un gros salaire, c'est super. Donc en fait, il n'aurait pas la carrière qu'il a s'il n'avait pas une femme qui fait sa part de tâches domestiques et de responsabilités parentales gratuitement à sa place. Donc ça, c'est injuste de demander aux femmes de faire 50-50 quand en fait elles permettent à leur mari de gagner plus et de s'investir dans leur carrière. Bon, alors on parle d'argent du couple ce matin avec notre invitée Lucille Quillet qui publie Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous disiez que tout à l'heure, ce fameux système du 50-50 dans le couple, c'était une arnaque pour les femmes. Alors je vous dis, alors le prorata c'est mieux, puisque là au moins on prend en compte les revenus des uns et des autres. Oui, alors en soi le prorata ça semble plus juste et souvent ça l'est. Mais moi ce que j'ai remarqué c'est que dans beaucoup de couples, il y a ce que j'appelle l'effet d'entraînement. C'est-à-dire que certes on gagne pas la même chose et on va pas dépenser la même chose, mais celui qui gagne le plus donne un peu le là sur le niveau de vie. C'est-à-dire que si moi j'ai pas beaucoup de revenus, j'ai envie de faire des vacances au camping, pas cher, mais que mon conjoint il est ingénieur et il gagne 5 000 €, lui il va pas vouloir aller faire les vacances en camping, il va vouloir peut-être aller à l'étranger dans un bel hôtel. Donc il va me dire Lucille, je t'emmène, je paye l'avion et puis tu participes à la hauteur de tu paieras la bouffe, tu paieras la nourriture sur place. Ok, bon, peut-être qu'au final moi je vais quand même dépenser plus que ce que j'aurais dépensé au camping. Et même si je dépense pas plus que mon budget camping, après je vais me sentir un peu redevable. Je vais avoir une dette un peu envers lui et du coup ça après ça se retraduit dans la vie quotidienne où s'il fait pas la vaisselle, s'il va pas faire les courses et tout, il va dire ouais mais bon quand même je t'ai payé ton billet d'avion et j'ai payé l'hôtel à l'étranger, tu peux bien faire ça. Donc en fait ça montre qu'il n'y a pas inégalité, ça crée de la redevabilité. Et ça se traduit dans les cas de séparation, par exemple. Voilà, exactement. Parce que aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une répartition des dépenses assez genrée dans le couple. Souvent, les femmes qui s'occupent à 72% des tâches domestiques de base, elles vont s'occuper des courses, du quotidien, de tout ce qui est éphémère, périssable et pas valorisé. Comme dit l'homme, répétitif, voilà. Comme dit l'homme, j'achète la voiture, j'achète la maison, et toi paye les impôts, et toi t'achètes le papier toilette. Voilà. Moi dans mon livre je dis il y a un peu Madame PQ, Monsieur Voiture. C'est ça, parce que ça, on se dit peut-être les montants sont équivalents, mais quand il y a une rupture, l'homme il part avec sa voiture, où il peut dire face à un avocat, moi j'ai payé les impôts pendant 15 ans, et vous quand vous dites moi j'ai payé des paquets de pâtes, du papier toilette et les cahiers des enfants, l'avocat il vous regarde en vous disant ouais enfin bon ça coûte 2 €, ça n'a pas les mêmes montants. Et souvent, c'est lors d'une rupture qu'on se rend compte que tout ce qu'on mettait en commun sous couvert d'égalité, ce qui est à toi est à moi, en fait, non. Là, il y a des gros écarts. Lors d'une rupture... Back to reality. Back to reality, exactement. Une femme perd 20% de son niveau de vie après une rupture. Si elle s'est mise à temps partiel, admettons, pour élever les enfants, elle a moins de droits au chômage, elle a moins de droits à la retraite, elle a moins de revenus, elle a moins de moyens, et en plus, dans 75% des cas, elle a la garde exclusive des enfants. Donc là, on leur demande d'être des Mary Poppins, comme je dis, c'est-à-dire qu'elles doivent sortir des merveilles de leur petit sac. Elles doivent se débrouiller. Et en France, la pension alimentaire d'un enfant
par mois, c'est 170 € en moyenne. Ce qui est rien du tout. C'est rien du tout, faut voilà. être clair. Mais en fait, il y a un livre qui est très très bien qui s'appelle Le genre du capital de 2 sociologues, Céline Bessière, Sybille Golac, où elles ont montré que les pensions alimentaires étaient calculées par un principe de comptabilité inversée. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire un enfant pour bien vivre par mois il a besoin de ça, donc ça fait tant, on va dire qu'est-ce que le père peut donner dans la limite de ses moyens. Sauf qu'à la fin, une mère de famille monoparentale, elle va pas dire à ses enfants le 20 du mois, écoute, dans la limite de mes moyens, je ne peux plus te donner à manger. Elle doit se débrouiller. Il y a un sujet qu'on aborde peu et il n'y a pas eu beaucoup d'études dessus, c'est quelle est la valeur du travail domestique que font les femmes. Finalement, sur un mois, ça peut revenir à combien ? Et sur une année, ça fait combien ? Alors sur un mois, si on devait le chiffrer. Voilà, en fait, moi je suis partie de ce chiffre, 72% des tâches domestiques de base sont assurées par les femmes. En équivalent PIB, ça fait 210 milliards d'euros. Ouais. C'est incroyable. Et donc ça fait réfléchir. Quand on lit ce chiffre dans le livre de Lucille, c'est aussi moi, j'ai redéfini un peu ma vision du travail. Parce que souvent, on se dit un travail, c'est un contrat de travail, un salaire, des cotisations, et puis voilà. Sauf qu'en fait, un travail, c'est une activité qui crée de la valeur ou des opportunités pour un autre bénéficiaire que soi. Donc, quand moi, je vais chercher les enfants à 17h, donc je prends un travail qui doit terminer à 16h et tout, mon conjoint, mon conjoint. Voilà, je décharge mon conjoint. Donc, lui, son salaire, il le doit en partie à la disponibilité que je lui ai donnée en assurant les tâches domestiques. Oui, mais ces tâches domestiques, quand même, c'est du temps. Bah ouais, c'est du temps. C'est du temps, c'est-à-dire qu'en équivalent, en équivalent alors, temps et au coût horaire, ça chiffrerait à combien ? Alors, moi, j'ai pas calculé au mois ou à la semaine. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que à la mise en couple, même sans enfant, à la mise en couple, une femme va faire 7 heures de tâches domestiques en plus que ce qu'elle faisait quand elle était seule, et un homme en enlève 2. Et quand il y a un enfant... Parce qu'il est déchargé. Il est déchargé. Et quand il y a un enfant, elle en rajoute encore 5, et lui, il en rajoute juste 1. Donc en fait, ça veut dire qu'un homme célibataire fait plus d'heures de tâches domestiques que le père d'un enfant. Et quand il y a un enfant, l'homme, il est à 10 heures de tâches domestiques par semaine, et la femme, 28. Donc en fait, c'est du manque à gagner aussi pour elle dans sa carrière, évidemment. Et ça, souvent, c'est pas reconnu parce qu'on va dire les mères à temps partiel ou les mères au foyer, elles sont bien contentes, elles ont pas travaillé, elles avaient qu'à réfléchir avant. Sauf qu'en fait, c'est très hypocrite parce que même l'État se repose sur elles. Aujourd'hui, on manque de crèches, on manque de structures de la petite enfance, et en fait, si les femmes parce qu'on estime que c'est aux femmes, à s'arrêter. C'est leurs enfants, comme si c'était pas un vrai travail. Les femmes qui font carrière, elles peuvent, parce qu'en fait, elles payent des nounous ou elles vont payer des femmes de ménage, des crèches privées. Voilà. Donc en fait, pour avoir les carrières qu'on dit de réussite aujourd'hui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui assure vos tâches domestiques et parentales à votre place. Et souvent, c'est des femmes qui travaillent gratuitement ou qui sont pas assez payées ou qui ont pas un travail déclaré et reconnu. Donc moi, je trouve qu'il y a une grande hypocrisie, mais vraiment en termes de société, c'est pas que les hommes, c'est la société tout entière et l'État qui doit reconnaître ce travail-là. Et moi, je prône plutôt un salaire domestique. Les mères au foyer, pourquoi est-ce qu'elle toucherait moins de retraite et de droits au chômage que le directeur marketing de Fleury Michon, par exemple? Tout à fait. Justement, vous citez un cas dans le livre qui va faire, je pense, ou qui fait déjà jurisprudence. C'est un cas d'une femme au Portugal qui a justement touché 60 000 euros à son divorce en disant, moi, j'ai fait 25 ans de mariage, c'est ça. Elle dit, on a divorcé, mon mari, lui, il a pu s'investir dans sa carrière. Moi, j'ai fait tout ça et en fait, donc lui, il a cumulé des biens. Et puis en plus, quand on fait 50-50, alors qu'on a des écarts de salaire, l'homme, il peut investir dans des choses. S'il s'achète un garage, on peut investir dans les bitcoins ou je sais pas, il peut investir dans des choses qui vont lui rapporter sur le long terme. Alors que la femme, du coup, elle se fait beaucoup moins d'épargne. Donc ça crée aussi des différences. Oui. Et cette femme, en fait, au Portugal, finalement a pu faire reconnaître, mais évidemment, son travail ne valait pas 60 000 euros en 25 ans, évidemment. Bien mais sûr. La symbolique est importante parce que pour la première fois, un tribunal reconnaissait finalement numériquement, en fait, finalement ça avait une valeur. Que ça avait une valeur. Moi, vraiment, je trouve qu'on devrait faire un salaire domestique, on devrait ouvrir des droits parce que ça crée de la valeur pour toute
toute la société. Après, le problème, c'est que souvent, il y a les prestations compensatoires lors d'une rupture. Donc, c'est-à-dire que quand il y a un énorme écart de revenus, que la femme s'est arrêtée de travailler pour être aux soins du foyer, des enfants et de son mari, quand il y a une rupture, elle peut demander une prestation compensatoire. Ça, c'est de l'argent pour elle. Mais ça, comme les pensions alimentaires, c'est pour l'écart de niveau de vie, en fait. Voilà, c'est pour exactement. combler. Voilà. Ouais. Si mon conjoint, lui, il a eu une super carrière parce que moi, j'étais mère au foyer, il peut me verser une prestation compensatoire. Mais là, on va encore revenir dans le concept de la comptabilité inversée. On va voir ce que l'homme peut me donner. Donc, il vaut mieux qu'elle aille travailler. Sans trop abîmer son patrimoine. Donc, en fait, c'est comme si j'avais un dédommagement pour service rendu, mais que j'avais pas vraiment la valeur de ce que j'ai produit pour lui, pour sa carrière. Bien, pourquoi les footballeurs sont-ils souvent mariés avant d'avoir 25 ans? Ah bah ça, c'est un super exemple, les footballeurs. Moi, j'adore. Ils sont mariés parce qu'ils ont besoin de stabilité. Même les entraîneurs de foot les encouragent d'ailleurs. Ouais, les encouragent à se marier tôt ou ils recrutent des joueurs qui sont mariés parce qu'ils vont se coucher tôt, parce qu'ils regardent Netflix au lieu d'aller en boîte de nuit, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont une vie stable, parce qu'ils ont un rythme de vie sain. Et du coup, qu'ils ont leur compagne qui va les décharger. Et tout ça, c'est permis. Souvent, on regarde avec beaucoup de mépris. Vous réhabilitez la femme de footballeur, j'ai l'impression. La femme de footballeur, c'est une salariée par extension. On les regarde avec beaucoup de mépris en disant c'est des bimbos, c'est des michetots qui ont trouvé le bon parti et tout. Non, en fait, elles assurent la vie de famille de ces joueurs. Elles les suivent dans les clubs, elles les coachent, elles les rassurent parce que bon, il y a beaucoup de pression médiatique et tout aussi. C'est comme Laetitia Hallyday. Laetitia Hallyday, elle a travaillé pour Johnny, elle lui a assuré du bien-être, de confort de vie, elle l'a aidé à lutter contre ses addictions, elle lui a présenté de nouveaux musiciens, elle a amélioré son image dans les médias. Sauf que là, il meurt et tout le monde se dit « Oh, mais pourquoi c'est elle qui a les droits sur sa musique quand même, elle profite, elle est vénale et tout. » Il y a aussi tous ces stigmates autour des femmes et de l'argent, alors qu'en fait, elle mérite ça. Elle, ça a été sa vie, Johnny. Donc pourquoi est-ce qu'elle hériterait pas de tout ça? Elle y a participé. Moi, alors ça, ce passage sur Johnny Hallyday... Il s'y attendait pas, parce que vous en parlez pas dans le livre. Mais si elle en parle dans le livre. De Johnny? Non, bien sûr, et de Laetitia. Mais oui. Alors, parce que vous avez la version japonaise. Vous avez la version japonaise. Mais moi qui ai la version portugaise, je me suis dit, mais c'est la seule qui défend Laetitia, qui a juste écarté tout l'entourage. Et vous dites, mais pourquoi les deux enfants, les deux grands, ils gagnent. Non, pourquoi les deux grands, ils enregistrent. Là, à sa décharge, ne rentrez pas dans ces détails-là, parce que là, elle vous parle juste de la valeur de son travail. Elle ne parle pas du reste et de la famille, parce qu'après, là, on rentre dans des considérations. Je ne sais pas si vous êtes fan de Johnny. Est-ce que Johnny aurait eu les 20 ans de carrière qu'il a eu à la fin, je veux dire, ces 20 dernières années de carrière, s'il n'y avait pas eu Laetitia? Il aurait fini comme Eddie Mitchell. Mais il est très vivant, Eddie Mitchell. Il est très bien. Non, mais en termes de notoriété, oh là là, j'ai rien contre Eddie Mitchell. Sur les addictions et tout, je suis pas sûre qu'il aurait eu le même. Qui est un de ses amis d'ailleurs. C'est no comment, Nadia. Chacun ses goûts. Chacun fait ce qu'il veut avec ses chanteurs. On peut pas toucher à Eddie Mitchell. Voilà, exactement. Non, mais je critique pas Eddie Mitchell. Non, mais vous l'encouragez pas. Je dis juste qu'il n'aurait pas eu la même. Enfin, il aurait eu la notoriété d'Eddie Mitchell. Moi, j'imagine pas comparer les deux. La Jim Morrison ou Brian Jones, ou voilà, il y a une overdose à un moment et ça s'arrête, quoi. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais Laetitia Hallyday, elle mérite, non, tout ça? Vous ne pensez pas, Philippe? Grand moment de solitude radiophonique. Bon, sortons de ce milieu qui est très particulier, parce qu'en réalité, la vraie vie, c'est celle de nos auditeurs et nos auditrices, qui gagnent effectivement pas tous 5 000 et 2 000 euros. Voilà, c'est ça la réalité. La réalité, elle est là. Et vous soulignez, la réalité, c'est de la femme portugaise, par exemple, qui a fait porter quand même une cause importante au sein des tribunaux. Franchement, moi, 60 000 euros, je trouve ça pas beaucoup, parce qu'elle va potentiellement avoir la garde des enfants. Et donc, quand il faut aller chercher des enfants tous les jours à l'école et qu'on n'a plus son conjoint qui va peut-être une fois par semaine et tout, c'est encore une fois un coup d'opportunité. Il y a tout ce qu'elles pourront pas faire. Alors peut-être pas pour elle, parce que 25 ans de mariage, elle doit avoir des enfants qui sont plus âgés, voilà. Mais effectivement, pour une femme qui a encore des enfants en bas âge, c'est compliqué de se retrouver. Et en plus, ce qui est injuste, c'est que si un homme ne peut pas payer la pension alimentaire des enfants, c'est pas à lui d'aller à la CAF et de dire voilà, mes enfants vont être dans le pétrin, je peux pas payer
parfois on n'a pas les moyens. Je veux dire, vraiment, ça arrive, quoi. C'est pas à lui d'avoir cette charge administrative, c'est à la femme d'aller quémander à la CAF, de dire, mon ex-mari ne m'a pas versé l'argent et tout, voilà. Donc ça, c'est injuste. Nadia, montrez à la caméra la version japonaise de votre livre de Lucille Quillet, donc amputée du chapitre sur Laetitia Hallyday. Dans ma version. Dans votre version. Non, c'est vraiment un livre à lire, parce qu'il est sourcé et surtout concret. Donc on comprend vraiment ce que vivent les femmes. On ne pourra pas leur dire qu'elles sont trop sensibles ou qu'elles sont trop parano. Ou que, c'est des chiffres. Tout le monde comprend la langue des chiffres. Très bien, merci d'avoir été avec nous. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Nadia, on revoit l'émission puisque j'ai appuyé sur le bouton sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci Nadia, pour l'invitation. on vous retrouve mardi et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.